pourquoi cette candidature, dans quel contexte elle se fait. Elle se fait dans un contexte où nous avons gagné la paix. Nous avons gagné la paix sur la guerre. On ne construit pas l'histoire des peuples en mettant entre parenthèses les affrontements. La valeur d'un grand pays, c'est sa capacité à surmonter ces affrontements qui sont rendus inéluctables par l'avancée de l'histoire. Dès que j'ai mis les pieds en Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte qu'il y avait une très grande méprise entre Houphouët-Boigny et moi-même. Il pensait que j'étais rentré parce que j'étais fatigué de lutter. Et que donc, naturellement, je rentrais pour être à ses côtés. Or, moi, je rentrais parce que j'avais exécuté la première partie du travail que je devais exécuter en Europe. Donc, il fallait que je vienne pour que nous continuions. Or, précisément, le parti était en train de préparer le congrès constitutif du Front populaire ivoirien. Donc, je rentrais pour tout cela. Alors, il y avait une grande méprise. Il me fallait être sur une ligne difficile à tenir parce que ce n'était pas bon que je rompe. Ce n'était pas bon que ce soit moi qui rompe avec Houphouët. Il fallait laisser ce soin-là lui-même. Donc, bon, c'est cette ligne-là que j'ai dû tenir. Pour nous, le problème le plus immédiat, c'était le congrès constitutif. Il fallait tenir ce congrès pour doter notre parti d'un texte fondateur, d'un statut et d'un règlement intérieur. Il fallait élire les organes légaux et légitimes de ce parti. Donc il fallait faire ce congrès. Alors c'était une grande affaire. Quand je suis parti, le responsable du parti, c'était Simone Eivé. C'est qui a été responsable du parti de 1982 à 1986. Après, ça a été Sangaré, Aboudraman Sangaré, qui a été responsable du parti de 86 à 88. Parce qu'en 1982, au moment où nous créions ce parti, dans la chambre de Pascal Kokora, il y avait Pascal Kokora lui-même, il y avait Aboudraman Sangaré, Simone Eivé, Boga Doudou et moi. Nous étions 5. Pas plus. Celui qui dit qu'il était là, il raconte des histoires. On a subi tellement d'épreuves que s'il n'y avait pas l'amour, on n'aurait peut-être pas tenu. Par exemple, quand il est parti en exil, l'exil a duré quand même 6 ans et demi. Et je suis restée seule à élever les enfants pendant 6 ans et demi. Ça n'a pas été facile. S'il n'y avait pas l'amour, peut-être que j'aurais fait comme d'autres femmes. Je serais allée me chercher un gars, mener une vie plus tranquille, moins tourmentée. Quand il s'est agi de préparer ce congrès, il fallait d'abord trouver un lieu. Il fallait trouver des hommes pour aller dans ce congrès. Cette maison que vous voyez est celle qui a abrité le congrès constitutif du FPI en 1988. Et nous avons trouvé une villa dans les palmeraies de Dabo. C'est une villa qui était occupée par un de nos camarades. Il n'était pas membre du congrès, mais son endroit était le mieux indiqué compte tenu du fait qu'il fallait se cacher. Nous avons décidé d'être 20. On a essayé de choisir des enseignants, des étudiants, des ouvriers, des hommes d'affaires. C'est ainsi que nous avons choisi Anaki Komina pour représenter les hommes d'affaires,
Moi-même, j'étais à ce congrès, même si les rapports de police disent que je n'y étais pas. Mon épouse y était, ma soeur y était. Naturellement, Aboudraman Sangaré, qui était le patron du parti, y était. J'ai cité Anaki, Ouagaougou y était, Bogadoudou y était. Enfin, nous étions 20. À ce congrès, je m'appelais Santia. Je me rappelle que ma soeur s'appelait Ibrahim. Simone s'appelait Dominique. Et nous avons travaillé samedi et dimanche. Nous avons achevé le congrès par les résolutions. Après le congrès constitutif du FPI, le lundi matin, je reçois un coup de fil anonyme qui me dit « Un gibier a été pris au piège. Sois prudent. » Alors ce gibier, le lendemain, je me suis rendu compte que ce gibier était en fait Anaki. C'est en ce moment-là que la sortie de la clandestinité a commencé. Parce qu'à partir du moment où Anaki avait été arrêté, je n'étais plus réellement un clandestin. J'ai donné des interviews à l'AFP, j'écrivais des articles que j'ai dictés à Paris à des amis journalistes pour qu'ils les publient, pour que notre ami ne reste pas en prison dans l'ignorance de tout le monde. Ça a été des moments pénibles. Parce qu'à partir de ce moment-là, Oufoué a convoqué les responsables politiques de Gagnois. Il a fait convoquer mon père. Et on est venu me dire que le lendemain, il fallait que j'aille à la présidence, où il y avait une réunion du bureau politique du PDCI, des responsables politiques de Gagnois et de ceux de la région d'Anaki, et que mon père serait là. Alors j'ai téléphoné à Blaise Diallo, j'ai dit ça ne se passera pas comme ça. Hein. Moi, je suis majeur. Et je ne vous laisserai pas manipuler mes parents. Je suis allé à la présidence avec Sangaré, avec mon épouse, etc. Nous étions convoqués. C'est là que Oufoué Boigny a dit sa phrase terrible. Mais Babo Laurent, il est perdu. Toi, tu n'as rien. Tu n'es rien et tu ne seras rien dans ce pays. Après, on nous a amenés à la sûreté de l'État, à la sûreté nationale, et on nous a fait des photos comme des bandits, avec des ardoises sur la poitrine. Quand j'ai été élu président, j'ai demandé qu'on me les amène. De temps en temps, je les regarde. Elles me permettent d'être humble. Elles me permettent d'être humble. Et de dire, voici l'homme. Tu peux être grand aujourd'hui, mais hier, tu as été traité comme un délinquant primaire. Et peut-être que demain, tu seras encore traité comme ça. Donc, la vie même que j'ai menée me pousse à relativiser toutes les choses. Et l'un des faits importants, c'est que nous étions en résidence surveillée quand nous avons décidé de nous marier, Simone et moi. Ça se répétait. On s'est dit, on a des enfants, on ne sait jamais. Marions-nous. S'il arrive quelque chose à l'un d'entre nous, l'autre pourra continuer à poser les actes légaux pour s'occuper des enfants. Et donc, on s'est mariés en janvier 89, en janvier 1989, à la mairie du Cocody, dans la plus grande discrétion. Mais en même temps, s'il n'y avait pas la politique, s'il n'y avait que l'amour, peut-être aussi que j'aurais craqué. Parce que ces épreuves-là étaient dures. Hein? Toutes ces tracasseries policières, ça faisait peur. Quand il est revenu d'exil, pendant des mois, on est resté en résidence surveillée. Et plusieurs fois, moi je me suis retrouvé, après l'affaire d'Anaki, dans les souterrains de la Sûreté nationale, en train de me faire photographier une ardoise sur la poitrine comme un wanted de grand chemin. Il fallait y croire hein, pour affronter toutes ces tracasseries-là. Donc la conviction politique, je crois, a également été quelque chose d'extrêmement important. Et puis,
Ce Laurent-là, quand je l'ai découvert, au plan politique, il correspondait tout à fait au type de leader dont je rêvais pour diriger nos activités politiques. C'est un homme qui a de grandes valeurs, il a une très grande vision, il a une très grande générosité en matière politique. Il ne fait pas de calculs pour lui-même. Et ça m'avait frappé tout de suite. Il ne fait pas de calculs pour lui-même, mais il est capable de décider d'un objectif à atteindre et de marcher à cet objectif, quel que soit ce que ça lui en coûte. Et moi, je cherchais un homme de ce genre-là pour faire la politique avec lui. Et là, je l'avais trouvé. Et j'ai décidé que je ne le lâcherai plus. J'étais en train d'écrire une lettre à Anaki, qui était en prison encore, en 90, quand on est venu m'annoncer que, à cause d'une coupure de courant, les étudiants de la cité universitaire de Yopougon étaient dans la rue et qu'ils avaient commencé à faire la grève. Et je me souviens que je lui ai noté ça dans la lettre. Et puis, ensuite, ça a été de l'agrénage, ça a été toutes les cités. Puis ça a été les banques, ça a été les sages-femmes, ça a été les infirmiers, ça a été les médecins, c'était tout le monde. Et les gens étaient dans la rue. Alors, qu'est-ce que le FPI a fait? J'écrivais des textes que je signais de mon nom et qu'on distribuait dans les manifestations. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que au moment où la rue bouillonne, pour plusieurs raisons, je suis le seul à être dans la tête des gens. C'est ça que ça signifie. J'ai écrit des livres, j'ai signé des livres, etc. Mais en même temps, nous avons créé des journaux clandestins, nous avons créé l'événement que nous avons fait fabriquer en France, qui transitait par Ouagadougou, et on les a fait rentrer. Ils rentrent, on les vend, ils ont un succès énorme. Mais dans ce journal, il y a un seul nom, Babou Laurent. Tous les autres, ce sont des artistes des camarades qui restent clandestins parce qu'on l'a décidé comme ça. Comme j'étais déjà connu, c'était plus la peine que moi je me cache. Donc la lutte a désormais un nom. Elle a un visage. C'est là-dessus que le bouillonnement arrive. Et ce bouillonnement, nous y participons, nous l'entretenons